suis ravie, bien sûr, d'être parmi mes maîtres, mes confrères et mes amis pneumologues et allergologues, et de participer à cette controverse. Peut-on prévenir l'asthme chez l'enfant? La tâche qui m'a été accordée, c'est de traiter donc l'aspect contre de ce débat. Vous avez bien compris que ma tâche est difficile. Donc, comme on le sait, le développement et la persistance de l'asthme dépendent des interactions complexes entre le gène et l'environnement. Et on sait également qu'il existe une fenêtre d'opportunité pendant la vie intra-utérine et pendant les premiers mois de vie, où des facteurs environnementaux peuvent influencer le développement de l'asthme. De là, la problématique et la question qui s'est posée, si on intervenait sur ces facteurs, peut-on prévenir l'installation de l'asthme? Si sur des bases physiopathologiques et sur des études expérimentales, la réponse était clairement oui. Mais qu'en est-il en réalité et dans la vie clinique et réelle de nos patients? Pour cela, la littérature en fait, elle est abondante. Et donc là, il y avait plein d'essais cliniques contrôlés surtout, mais des études observationnelles qui s'est intéressée donc aux enfants à haut risque, c'est-à-dire les enfants ayant au moins un des parents qui est atopique, et qu'on a suivi ces cohortes, et on a essayé d'intervenir, soit au niveau de l'environnement, comme elle vient de démontrer mon amie Agnès, que ce soit au niveau des acariens, des animaux de compagnie, au niveau de l'exposition au tabac, ou encore au niveau de l'alimentation, en évitant certains aliments allergisants ou dans les suppléments de certains aliments promoteurs d'augmenter la tolérance, ou les deux à la fois. Et là, on parle, si on intervient sur un seul niveau, un seul aliment, on parle donc d'études d'éviction ou de signaux spécifiques ou encore monofacettes. Et si c'est intervient au niveau de plusieurs facteurs de risque, on parle donc d'éviction ou d'intervention multifacette. Certains auteurs ne sont pas arrêtés justement au niveau de l'intervention au niveau de l'environnement, mais également de voir l'impact de la vaccination sur la prévalence de l'asthme, de même que l'impact de l'immunothérapie allergénique. Alors, qu'en est-il au niveau des interventions domestiques? Je ne veux pas contrarier les choses évidentes, comme le tabagisme, comme les animaux, l'éviction d'exposition aux animaux, mais reste au niveau justement des facteurs où on a essayé d'intervenir au niveau de l'environnement et domicile. Et là, il y a la méta-analyse parue en 2017 où il y avait une revue systématique de la littérature sur les études d'intervention à domicile. Et il y avait plus que 2000 articles. Et sur ces 2000 articles, on a retenu les auteurs 26 études contrôlées et sélectionnées. Et ces études avaient comme objectif, y a-t-il une prévention primaire de l'asthme avant son installation chez les sujets à risque, ou également peut-on, en améliorant le milieu intérieur, mieux contrôler les maladies asthmatiques et l'allergie. Dans ce tableau, je résume les études qui sont au nombre de 5 qui ont essayé de répondre est-ce qu'on peut prévenir l'installation de l'asthme chez les enfants à haut risque. Je ne veux pas parler de deux premières études où l'intervention était multifactorielle, multifacette. On a intervenu aussi bien sur l'environnement que sur l'alimentation que sur le tabac, où là on a démontré l'effet protecteur. Par contre, pour les 3 dernières études, où l'intervention également n'a intéressé que la réduction, c'était impossible d'éviter totalement les acariens, mais la réduction des acariens chez des sujets prédisposés génétiquement, et c'était les enfants qui ont été définis et identifiés en prénatal au moment de la grossesse. Je m'attarderai un peu plus sur les 3 dernières études, l'étude PIAMA, où la cohorte comportait 1282 nourrissons à haut risque, et ces nourrissons ont été randomisés en 3 groupes. C'est la particularité de cette étude. Le groupe actif, on a utilisé du housse de matelas imperméable aux acariens, et au groupe placebo, on a utilisé du housse placebo avec un faible quantité d'exposition aux acariens, et le groupe de contrôle où on n'a rien fait. Et cette cohorte a été évaluée à l'âge de 4 ans. Et donc, ça a été démontré dans cette méta-analyse qu'il n'y avait pas de différence significative entre les 3 groupes, tant
tant au niveau du sifflement que de la toux chronique, donc nocturne, évaluée par les parents. La deuxième étude, c'est l'étude du MAS, donc anglaise, qui s'est intéressée à une cohorte prospective également des enfants à haut risque identifiés en prénatal et qui ont été également randomisés en deux groupes, groupe contrôle et groupe éviction des acariens. L'évaluation de cette cohorte, donc aussi bien par le médecin allergologue, pédiatre et par les parents, il ressort de cette étude que donc, il n'y avait pas de différence significative tant sur le diagnostic d'asthme diagnostiqué par le médecin que par les symptômes de l'asthme, à savoir le sifflement et la toux nocturne rapportés par les parents. La dernière étude de cette méta-analyse est l'étude australienne, l'étude CALS. Également, il y a une cohorte prénatale prospective randomisée en groupe actif et groupe contrôle. Et l'évaluation à 5 ans des 516 de cette cohorte sur 616 n'a pas démontré également des différences significatives entre les deux groupes, donc en matière d'asthme diagnostiqué par le médecin ou de sifflement rapporté par les parents. À côté de ces études qui ont fait l'objet de cette méta-analyse en 2017 et également dans la méta-analyse Cochrane, il y avait donc dans méta-analyse Cochrane de 2009 l'étude qui s'est intéressée à la prévention de l'asthme chez l'enfant européen, et c'était à propos d'une cohorte de 691 enfants randomisés en groupe actif et groupe contrôle. L'évaluation de cette cohorte à l'âge de 2 ans n'a pas montré également de différences significatives en matière d'asthme ou de toux chronique. Et le facteur, donc, c'était l'odds ratio. Cette méta-analyse parue en 2007 a essayé d'évaluer l'effet de la réduction donc, des expositions aux acariens sur le développement, mais également sur la sévérité de l'asthme. Donc, sur cette partie, concernant l'asthme, donc diagnostic par le médecin, oui, avec un ratio de 0, à peu près de 0 inférieur à 1, oui, il y a une diminution significative de l'asthme diagnostiqué par les médecins, mais si on s'intéresse aux symptômes rapportés par les parents, donc la différence n'est pas significative. Et donc, cette méta-analyse conclut que la réduction de l'exposition prévient des formes de l'asthme sévère, donc décrit par le médecin, mais ne prévient pas la forme modérée à légère, peut-être qui passe inaperçue. Alors, maintenant, qu'en est-il des interventions au niveau de l'environnement, au niveau du début de l'alimentation? On sait très bien que donc c'est surtout, on a dit qu'en utero ou dans les débuts de l'alimentation d'enfants que les choses peuvent se jouer. Alors, on sait très bien et on a démontré que le fœtus peut être sensibilisé in utero. Et donc la question qui s'est posée, si on intervenait avant sa naissance pour ces enfants à risque, et cette intervention met les femmes en grossesse, les femmes enceintes sous régime d'éviction, peut-on prévenir l'installation de l'asthme? La méta-analyse Cochrane parue en 2012 qui s'est intéressée à la cohorte des mères avec nouveau-nés à haut risque et ces mères qui ont été mises pendant le 3e trimestre de grossesse sous régime d'éviction. Et là, il a retenu également donc 2 études à propos de 334 000 mères qui ont été randomisées en groupe où on a interdit à la mère de consommer le lait de vache et des œufs, et un groupe contrôle où les femmes enceintes ont été sous un régime standard. Le suivi de cette cohorte, y a-t-il un bénéfice? Eh bien, cette méta-analyse n'a pas montré de bénéfice, donc à l'âge de 18 mois de ces nourrissons, avec risque relatif quand même de 2,22. Non seulement il n'y a pas de bénéfice, mais également des risques étaient bien présents à titre de diminution de prise de poids maternel, mais surtout de risque de naissance prématurée et de faible poids de naissance. Toujours est-il, donc il ressort de cette méta-analyse que le régime d'éviction maternelle pendant la grossesse est non recommandé et peut être même néfaste. En vrai, donc après la grossesse, qu'en est-il de l'alimentation après? Et pour la phase de la lactation, donc quel est le rôle de l'allaitement maternel justement dans la prévention? Là, je vais vous surprendre, et personnellement j'étais surprise, et donc là on vient toujours d'encourager, certainement on va continuer à encourager l'allaitement maternel, mais sur cette méta-analyse parue en 2018,
On a repris les cohortes des naissances à risque varié, donc à haut risque ou les enfants, les nourrissons qui n'ont pas de risque particulier. Et là, cette étude s'est intéressée quand même à un grand nombre de nouveau-nés qui ont suivi. À travers une étude interventionnelle qui a fait donc colléger plus que de 7000 participants, et sur la méta-analyse de 24 sur 259 études observationnelles qui a collégé presque 1 million. Et le résultat de cette méta-analyse a montré juste une diminution du risque de l'asthme, mais uniquement dans la tranche d'âge de 5 à 14 ans, avec un autre ratio de 0,88. Donc, l'allaitement maternel, c'est bien d'encourager, mais sur le plan prévention, il a peu ou pas d'effet, mais on doit continuer à l'encourager et à le promouvoir, non seulement peut-être pour son rôle peu et faible pour la prévention, mais surtout pour les autres bénéfices généraux, tant pour la mère que pour l'enfant. Et d'ailleurs, peut-être, l'allaitement maternel jouera un facteur, mais pour atténuer le risque, par la démonstration de ces facteurs tolérogènes et par ces cytokines. Mais toujours est-il, vu le grand nombre d'études observationnelles et l'existence de biais, ces résultats ont un bas grade d'évidence, voire un grade d'évidence très très faible. Alors, qu'en est-il de l'allaitement artificiel? Il y a, et je vais m'intéresser aux formules partiellement hydrolysées, qui ont constitué donc, et qui ont fait couler beaucoup d'encre. Vraiment, ont-ils un rôle préventif d'installation des maladies allergiques chez l'enfant à haut risque? Là également, dans la méta-analyse de 2018, où on a retenu 16 études randomisées ou quasi randomisées, et là, dans un premier temps, cette étude s'est intéressée à comparer donc, le formule partiellement hydrolysé par rapport au lait maternel qui ont été reçus pendant les 3-4 premiers jours du nom. Là, il n'a pu retenir qu'une seule étude à propos des 90 nouveau-nés hospitalisés pour autre raison, et l'évaluation de cette cohorte à 3 ans, aucune différence également statistique entre les deux groupes. Mais toujours ces études de fait de leur caractère, donc parfois quasi randomisées, de faire des billets, c'est reste des résultats de bas grade d'évidence. Dans un deuxième temps, cette méta-analyse également comparait les formules partiellement hydrolysées par rapport aux protéines de vache, toujours en alimentation courte, les 3-4 premiers jours. Et là, il n'y avait qu'une seule étude, donc également à propos des 77 nourrissons, et l'évaluation à 3 ans, aucune différence statistique avec un risque relatif quand même très élevé de 0,3-0,8, avec toujours un bas grade d'évidence qui est très très faible. Et troisième temps de cette étude de méta-analyse a comparé le formule partiellement hydrolysé par rapport aux protéines vaches, mais là en alimentation prolongée pendant des mois. Et là, l'évaluation, que ce soit à 2 ans, que ce soit à 3 ans pour les différentes études, n'a pas démontré donc de différence significative avec un grade d'évidence très faible. Alors, c'est bien de parler donc de l'alimentation, mais également plusieurs aliments dans la littérature ont été promoteurs donc, de facteurs ou de rôles protecteurs. Et la question qui s'est demandée, si on va supplémenter ces nouveau-nés ou sur à risque, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit pendant l'allaitement ou les premiers mois de vie, va-t-on agir et diminuer la prévalence de cet asthme? Et commençons parmi ces aliments promoteurs d'augmentation de tolérance, les acides gras polyinsaturés. Et là, sur la méta-analyse de 2016, qui a recueilli donc 17 études en essais randomisés ou quasi randomisés, où on a participé soit des nourrissons, soit des femmes allaitantes, et qu'on a randomisé en 2 groupes, placebo et un groupe qui recevait des acides gras polyinsaturés, et bien sûr, là, on évalue toutes les maladies allergiques, mais en ce qui concerne l'asthme, donc, il n'y avait pas de différence significative au niveau aussi bien de l'incidence que de la prévalence de l'asthme. Toujours, les grades d'évidence de cette méta-analyse, les résultats de cette méta-analyse sont considérés comme très faibles. Alors, qu'en est-il des prébiotiques? Alors là, on a parlé de microbiote, et donc là, prébiotiques et probiotiques, c'est éventuellement pour renforcer ces microbiotes et éventuellement voir s'ils peuvent agir. Là également, c'est toujours des données des méta-analyses récentes de 2017, où on a pu donc retenir et comme critère de sélection 2 études randomisées
et les participants là étaient des nourrissons dans lesquels le lait était supplémenté en prébiotiques. Et là, la comparaison des deux groupes donc, a montré donc, une réduction de l'asthme et du sifflement, donc comme on le voit, mais au prix d'un grade, de bas grade d'évidence qui est très très faible, mais le biais était très très important dans ces deux études. Alors, quel est le rôle des probiotiques dans cette prévention? Toujours, c'est à propos des méta-analyses, où on a là fait intervenir donc, les femmes enceintes ou les jeunes nourrissons pendant les 3 premiers mois de vie, et on a essayé de les supplémenter par des préparations de lait enrichies en probiotiques. Là, il y avait cette étude, cette méta-analyse a retenu 17 études, et qui ont de plus de 4000, qui ont été randomisées en groupe probiotique et en groupe témoin. Et parmi ces 17 études, il y avait 8 études qui ont évalué donc, la prévalence de l'asthme ou du sifflement. Également, il n'y avait pas de différence significative au niveau de l'asthme et justement de sifflement. À côté de ces probiotiques également, on a parlé de rôle donc, prometteur des vitamines, et particulièrement la vitamine A et la vitamine D. Toujours dans cette méta-analyse parue en PLOS Médecine en 2018, donc elle a colligé 11 études interventionnelles qui intéressaient plus que 15 773 participants entre femmes enceintes et nourrissons, qui étaient mis donc, sous un régime enrichissant en vitamine E, A ou C2 isolement, ou donc sur un régime multivitaminé. La méta-analyse n'a pas montré de bénéfice de ces supplémentations. Encore plus, il y a donc une méta-analyse parue en 2018, particulièrement sur la supplémentation en vitamine D. Cette revue systématique et méta-analyse à propos des 5 études, dont 4 observationnelles, n'ont pas pu conclure un rôle certain donc, de prévention, de rôle préventif de la vitamine D, toujours avec un grade d'évidence très faible comme critique. L'autre facteur sur lequel on pourrait éventuellement donc agir, c'était la diversification. Et le problème de cette diversification, c'est toujours un sujet de controverse et un sujet de débat. Et cette diversification, quand faut-il la faire, à quelle quantité et à quelle fréquence? Je vais juste là, pendant les années de 90 et 2000, chez les nourrissons à risque, on a croyé que le fait de décaler et de retarder l'introduction des aliments allergisants, tels que l'œuf, donc l'arachide pour et les poissons, donc on s'attendait à ce que le risque d'asthme diminue. Donc, ce qui a été constaté, paradoxalement, il y avait non seulement l'augmentation de la prévalence, mais également l'existence de formes sévères des allergies alimentaires, d'où ces dernières années, on note plus à donc, introduire plus précocement ces aliments allergisants, même chez les enfants à risque, pour induire une meilleure tolérance, comme on vient de le montrer tout à l'heure. Alors, maintenant, quel est l'impact de la vaccination sur, justement, l'asthme, le devenir de l'asthme? Là, dans une également méta-analyse, donc il y a juste l'étude KIGS, que je suis retrouvée, allemande, qui a été publiée en 2011, et qui a suivi une cohorte de plus que 13 503 jeunes de l'âge de 1 an jusqu'à 17 ans, et parmi cette cohorte, il y avait 0,7% qui n'ont pas été vaccinés. Et là, ils ont voulu essayer de voir la prévalence des maladies allergiques en fonction du statut vaccinal. En ce qui nous concerne au niveau de l'asthme, donc, il n'y avait pas d'impact de la vaccination selon le statut vaccinal, il n'y avait pas de différence. Seulement, donc, cette étude souffre du fait que le faible effectif des enfants non vaccinés limite les puissances statistiques de cette étude. Plus précisément, donc, le vaccin par le BCG a-t-il un rôle protecteur? Là, une méta-analyse de 2014, donc, qui a donc recensé 16 études où il a comparé les enfants vaccinés par BCG contre les enfants non vaccinés, et il n'y avait pas, de point de vue statistique, il n'y avait pas d'effet protecteur. Alors, qu'en est-il d'une immunothérapie allergique? Il y a des études, mais je ne vais pas parler, qui ont essayé même de voir si, d'intervenir chez les enfants à haut risque, c'est-à-dire avant même l'installation des symptômes, et même donc avant même la sensibilisation. Ça n'a pas démontré d'efficacité, mais là je vous rapporte surtout justement le problème de l'immunothérapie chez des sujets souffrant d'une rhinite allergique. Donc si à court terme, donc, et dans les 2 ans qui suivent donc l'immunothérapie, oui, on a assisté à un risque d'une diminution de risque d'asthme chez ces enfants,
mais cet effet ou cet avantage n'est pas certain qu'il va perdurer à long terme, selon ces études statistiques. Donc, en conclusion, étant donné justement les limites de ces études, ce qu'on peut conclure que l'intervention spécifique ou monofacette, ou donc, que ce soit au niveau environnemental ou alimentaire, ne prévient pas l'asthme. Il faut, si on fait une intervention, il faut qu'elle soit globale, que le régime d'exclusion maternelle pendant la grossesse et pendant l'allaitement est à éviter, il peut être à risque. L'allaitement maternel doit être, et on doit continuer à le privilégier pour l'ensemble des subtilismes, même si le rôle préventif sur l'asthme n'est pas démontré. Se repose réellement l'intérêt de ces préparations partiellement hydrolysées, et d'ailleurs la plupart des sociétés savantes donc revient sur ça, et à celle par exemple de l'Australie qui a éliminé les partiellement hydrolysés, que le bénéfice des supplémentations alimentaires reste incertain, et que la diversification tardive augmente les risques allergéniques. Je vous remercie pour votre attention.